En 1939, la guerre navale commença avec les mêmes technologies et les mêmes tactiques que celles employées à la fin de la Première Guerre mondiale. Pourtant, l'aviation jouait déjà un rôle essentiel dans les opérations maritimes et la révolution électronique était en marche. C'est la guerre elle-même qui exigera des modifications nécessaires. Dans la bataille de l'Atlantique, le rôle décisif sera joué par la Kriegsmarine allemande, placée sous le haut commandement de l'amiral Erich Raeder. À l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, suite à des restrictions du traité de Versailles, la flotte allemande ne comptait que 6 vieux bâtiments de ligne. Le développement de la Kriegsmarine constituait alors une des priorités du nouveau gouvernement. Sans tenir compte du traité de Versailles, l'Allemagne commence à développer sa flotte sous-marine. La première flottille porte le nom de la flottille Weddigen, du nom du général allemand qui, lors de la Première Guerre mondiale, coula en une nuit 3 croiseurs britanniques. La stratégie des attaques de sous-marins est l'œuvre de l'amiral Dönitz. En 1939, la flotte allemande compte 57 nouveaux sous-marins, 30 destroyers et torpilleurs et plusieurs dizaines de petites unités. Parmi les navires de guerre, on distingue des cuirassés Scharnhorst, Gneisenau, 3 cuirassés de poche, plusieurs croiseurs lourds et légers. La première action de la Kriegsmarine, la prise de Memel, se solde par un succès. L'essentiel des forces navales des pays les mieux armés repose sur des bâtiments de ligne, cuirassés et croiseurs équipés de canons 280 à 406 mm. Des cuirassés japonais possèdent même des canons de 457 mm. La Royal Navy compte 15 navires de ligne, la flotte japonaise 10. Des croiseurs lourds et légers sont équipés de canons de 102 à 203 mm. Ils sont utilisés pour la protection de la flotte et pour les patrouilles. Le développement de l'aviation entraîne la construction de porte-avions qui feront leurs preuves dans le Pacifique. Les missions des destroyers sont multiples. Ils sont armés de canons leur permettant d'affronter des destroyers ennemis, équipés de torpilles et disposent d'armes anti-sous-marines d'une grande efficacité. Par contre, malgré leur mobilité, ils sont très vulnérables aux attaques des bombardiers en piqué. La plupart d'entre eux sont équipés d'armes contre les avions, cela dépend de leur artillerie principale et de leurs tubes lance-torpilles. La rapidité et la maniabilité des vedettes étaient leur meilleure défense.
L'humidité, le bruit des moteurs et la promiscuité rendaient les conditions de service sur ces navires particulièrement difficiles. Trouver et enlever les mines incombait aux dragueurs de mines. La Deuxième Guerre mondiale confirme l'efficacité des sous-marins. On trouve parmi eux des unités plus petites de 250 tonnes, équipées de 3 tubes lance-torpilles et destinées aux opérations côtières. Mais certaines atteignent des dimensions de vrais croiseurs sous-marins. Pour les missions stratégiques, la Kriegsmarine construit un submersible de 700 tonnes avec 5 tubes et pour des missions lointaines, un U-boat de 1000 tonnes. L'avion se révèle une arme anti-sous-marine redoutable. La défense antiaérienne devient donc une nécessité. La Kriegsmarine est mise à contribution dès les premières minutes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le croiseur Schleswig-Holstein qui attaque Westerplatte en Pologne le 1er septembre 1939 à l'aube. Contre la Pologne, la Kriegsmarine utilise également un autre croiseur Schlesien et des groupes de croiseurs, de destroyers, de sous-marins et autres. Leur mission principale était de bloquer la côte de la Baltique et d'attaquer les positions côtières polonaises. La campagne en Pologne prouve l'efficacité de l'aviation dans la guerre sur mer. Ce sont les avions en piqué qui provoquent les dégâts les plus lourds dans les rangs de la flotte polonaise. Le 3 septembre, sur la presqu'île de Hel, à côté de Danzig, les Stuka allemands coulent les 2 plus grands bâtiments de guerre polonais, le dragueur des mines Gryf et le destroyer Vierre. La Grande-Bretagne deviendra un refuge pour la flotte polonaise qui réussit à échapper au carnage. La cruauté de la guerre sur mer éclate au grand jour le 3 septembre 1939 avec le torpillage du paquebot britannique Athenia. Les sous-marins allemands sévissent dans l'Atlantique à partir du mois d'août. Leurs attaques obligent la Grande-Bretagne à organiser des convois pour diminuer les pertes causées par les sous-marins. Malgré ces précautions, jusqu'en décembre 1939, la flotte britannique perd 114 navires de commerce. Initialement, les directives de la Kriegsmarine préconisaient de respecter les conventions internationales, mais au fil du temps, dans l'Atlantique, s'installe une guerre maritime sans limite, dont l'action la plus spectaculaire sera la destruction du cuirassé britannique Royal Oak dans la base navale de Scapa Flow. La nécessité de franchir les détroits entre l'Allemagne et l'Atlantique, étroitement surveillés par les navires alliés, met les sous-marins allemands dans des situations difficiles. De ce point de vue, la situation géographique de l'Allemagne ne joue pas en sa faveur. Seulement en 1940, la prise des ports en Norvège permettra à la Kriegsmarine de sévir sur l'Atlantique sans obstacle.
Pour les belligérants du conflit mondial, détruire la marine marchande de l'ennemi constitue une priorité absolue. Contrôler des voies maritimes empêche le transport des matières premières et des armes. Seuls les bateaux dont la cargaison et la destination ne soulèvent pas de soupçons sont libres de circuler. Les mines à l'entrée des ports causent des dégâts importants. C'est la Kriegsmarine qui excelle dans ses missions. La nécessité de défendre les eaux côtières et les voies maritimes entraîne le développement de petits bâtiments armés, des dragueurs et des vedettes. Dès le début de la guerre, grâce à la tradition maritime de la Royal Navy et à sa situation géographique, la Grande-Bretagne jouit d'une position privilégiée. Les îles britanniques constituent un barrage naturel entre l'Allemagne et l'Atlantique. L'alliance avec la France, qui dispose d'une marine puissante constituée de 7 cuirassés, un porte-avions, 18 croiseurs, 72 destroyers et 78 sous-marins, renforce la position britannique. Les deux flottes participent activement à la défense des voies maritimes de l'Atlantique. Dans la première phase de la guerre, c'est la mer du Nord qui constitue le théâtre principal des opérations. La charge de la protection des eaux incombe aux destroyers qui y subissent de lourdes pertes. Les ports du Troisième Reich sont presque entièrement bloqués. Le mérite en revient aux sous-marins alliés. Dans l'effort de guerre allemand, le transport maritime ne joue pas un rôle aussi important qu'en Grande-Bretagne. L'alliance avec l'Union soviétique assure au Reich le transport des matières premières nécessaires pour l'industrie. Le fer suédois arrive par les ports de la Baltique et en hiver, par Narvik, dans les eaux territoriales norvégiennes. Couper cette voie maritime constitue donc une priorité pour la Royal Navy. Les navires de guerre allemands combattent dans l'Atlantique depuis les premiers jours de la guerre. Les deux cuirassés de poche, Deutschland et Admiral Graf Spee, causent d'importants dégâts à la flotte alliée. Ils seront soutenus par deux cuirassés, Scharnhorst et Gneisenau, ce qui obligera l'amirauté de la Royal Navy
a engagé des bâtiments lourds pour protéger les convois. Malgré cela, en 3 mois seulement, en 1941, 4 navires allemands réussissent à détruire 40 bateaux alliés et à rejoindre leur port. Le cuirassé de poche, amiral Graf Spee, connaîtra un sort différent. Entre septembre et décembre 1939, il coule 9 bateaux, mais le 13 décembre, il tombe dans un piège dans l'estuaire de la Plata. À l'issue de la bataille, le Graf Spee trouve refuge en Uruguay, dans le port de Montevideo. Le cuirassé allemand est endommagé, mais ses moteurs lui permettent encore d'atteindre l'Atlantique. La Royal Navy a fait son possible pour bloquer le cuirassé dans le port. Face à la situation sans issue à Berlin, l'amirauté de la Kriegsmarine prend la décision de saborder le navire. Le 17 décembre, le capitaine Langsdorff exécute l'ordre. Pour la Kriegsmarine, le sabordage de l'amiral Graf Spee constitue la première perte navale de cette envergure. L'agression en avril 1940 de la Norvège et du Danemark change la donne dans la bataille de l'Atlantique. Pour le Reich, cette attaque est capitale. Le transport des troupes d'invasion par la mer et la prise des ports norvégiens seront une entreprise très coûteuse. Dans les diverses batailles, la Kriegsmarine perd 3 croiseurs et 10 destroyers. Dans les fjords de Narvik, toute la flottille des destroyers est envoyée par le fond. En Norvège, l'initiative est entre les mains des Alliés. La flotte alliée couvre les débarquements des armées et attaque les positions côtières de l'ennemi. Face à la domination alliée, la marine allemande associe les opérations navales aux attaques aériennes. La prise des aéroports à Oslo et à Trondheim leur permet de nouveau d'attaquer des navires alliés. Une grande partie des navires alliés détruits est victime de la Luftwaffe.
la campagne de Norvège, les pertes alliées s'élèvent à 1 porte-avions, 2 croiseurs et 7 destroyers. Les Français perdent 1 croiseur, les Polonais 1 destroyer et 1 sous-marin. La plupart de ces pertes survient lors de l'évacuation des forces alliées de la Norvège en juin 1940. Les cuirassés allemands, Scharnhorst et Gneisenau, réussissent à couler le porte-avions britannique Glorious et 2 destroyers de son escorte. Lors de la campagne en France, la marine joue également un rôle important. Les attaques des U-boats allemands et des bombardiers causent d'importants dégâts à la flotte française. À la fin de la campagne de France, la flotte permet également l'évacuation des forces françaises sur les îles britanniques. Toutefois, plusieurs bateaux britanniques seront victimes des vedettes lance-torpilles allemandes, soutenues par la Luftwaffe. Les succès allemands dans les campagnes de Norvège et de France améliorent la situation stratégique de la Kriegsmarine face à son pire ennemi, la Royal Navy. La flotte sous-marine de l'amiral Dönitz gagne ainsi de nouvelles bases. Les succès des sous-marins poussent les Allemands à augmenter leur production. En 1940, ils construisent 54 U-boats. En 1941, 202. Sur les côtes françaises, la Kriegsmarine dispose de bases à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Ainsi, l'amirauté de la flotte des U-boats s'installe en France. L'aménagement des bases sous-marines prévoit la protection des U-boats contre l'aviation alliée. L'occupation des côtes norvégiennes et françaises permet aux Allemands d'utiliser leur aviation pour attaquer les convois par les Henkel 111, les Junker 88 et les Focke-Wulf 200 Condor. L'intensité de ces attaques oblige la Royal Navy à limiter les mouvements des convois au sud de l'Irlande. Leur majorité sera dirigée vers Liverpool par le nord, le plus loin possible de l'aviation allemande. L'évolution des rapports de force en Atlantique pousse la Royal Navy à revoir la stratégie du blocus des ports allemands. En 1939, le blocus reliait les côtes écossaises et norvégiennes. Un an plus tard, la ligne est déplacée au nord vers les côtes écossaises, les îles Shetland et l'Islande. Cette nouvelle ligne, renforcée par les mines, est sans cesse soumise aux patrouilles de la Royal Navy. En mai 1941, le cuirassé Bismarck et le croiseur Prinz Eugen tentent de rompre le blocus et d'atteindre l'Atlantique.
entre le Groenland et l'Islande, pendant la bataille, la Royal Navy perd le croiseur de ligne Hood. Après une longue poursuite, les Britanniques coulent le Bismarck dans la rade de Brest. Aux côtés de navires de guerre, toutes les marines utilisent dans les batailles des croiseurs auxiliaires. Ce sont des navires marchands, armés et adaptés pour les besoins de la guerre sur mer. Leur rayon d'action dépasse largement celui des U-boats. Les croiseurs auxiliaires allemands apparaissent dans l'océan Indien et même dans le Pacifique. Au total, la Kriegsmarine dispose de 10 croiseurs de ce type. Parmi eux, le Cormoran s'illustrera en novembre 1941 en coulant par surprise un croiseur léger australien de Sydney. La guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique ouvre aux Alliés de nouvelles voies maritimes vers les ports soviétiques, Mourmansk et Arkhangelsk. Les conditions de navigation y sont particulièrement difficiles, d'une part à cause des attaques de la Luftwaffe et des U-boats, d'autre part à cause de conditions climatiques éprouvantes. Les convois en Arctique sont souvent victimes d'attaques de l'aviation allemande qui possède ses bases en Norvège. Les Allemands ont réussi à concevoir une méthode de guidage des bombardiers particulièrement efficace. Ce sont seulement les divergences entre les états-majors de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe qui limitent les dégâts dans les convois alliés. Le camouflage des navires diverge suivant les latitudes. La couleur blanche et le vert pâle permettent aux bateaux de se fondre dans le paysage glacial de l'Arctique. L'ASDIC, système britannique de repérage des sous-marins en plongée grâce à l'écho sonore, est une arme principale contre la menace des U-boats. La flotte alliée s'équipe également de lance-grenades anti-sous-marins,
Larguées à bâbord et à tribord, ces grenades atteignent les profondeurs et représentent un danger mortel pour les U-boats. La stratégie allemande, peaufinée au fil de la guerre, divise l'Atlantique en secteurs d'opération sous contrôle permanent de la flotte des sous-marins. Le système de communication par la radio garantit aux U-boats un lien permanent avec la Terre. La stratégie de la meute des loups est basée sur la communication. Le U-boat qui aperçoit un convoi donne l'alerte et ameute d'autres sous-marins dans le périmètre. L'attaque survient habituellement dans la nuit, à la surface. Dans la détection des sous-marins, le système de radionavigation joue un rôle important. Le conflit mondial voit se généraliser l'emploi des ondes à très haute fréquence, dépassant même les 3000 MHz pour les radars centimétriques. Ces ondes se déplacent en ligne droite, ce qui les rend moins faciles à intercepter par l'ennemi. La dernière période de la suprématie allemande dans l'Atlantique concorde avec l'entrée des États-Unis en guerre. Lors des 6 premiers mois de l'année 1942, les U-boats coulent plus de 500 bateaux le long des côtes américaines. L'année 1944 apporte le revirement de la situation. En 1942, la flotte sous-marine allemande coule encore plus de 1000 bateaux, mais un an plus tard, 451 et en 1944, seulement 131. À partir de la fin de 1943, les U-boats enregistrent plus de pertes que de succès. Les changements technologiques, le perfectionnement du système de détection et de défense anti-sous-marine font que progressivement, la Kriegsmarine est contrainte à abandonner sa stratégie d'attaque de nuit et à la surface. Les U-boats, limités aux attaques sous l'eau, ne sont plus en mesure de changer le cours de la guerre maritime. En Méditerranée, la force de la flotte de l'Axe repose sur la marine italienne. Jusqu'en 1942, la lutte concerne essentiellement les lignes de communication. Heureusement, l'Italie n'est pas en mesure de mener une véritable guerre aux côtés de l'Allemagne. La défaite de la marine italienne, qui en mars 1941 perd au large du cap Matapan toute une division de croiseurs lourds, met en échec toute tentative italienne de dominer la surface de la mer. Les 62 sous-marins allemands peuvent enregistrer plus de succès, mais malgré ça, la flotte alliée infligera des dégâts importants au convoi de l'Axe. Progressivement,
Les sous-marins alliés dominent toute la Méditerranée. La capitulation de la flotte italienne, les débarquements en Afrique, en Italie et en France en sont les meilleures preuves. La menace des U-Boote et de l'aviation allemande oblige les flottes alliées à construire de nouveaux navires capables de combattre les sous-marins ennemis. En plus des frégates, il s'agissait de destroyers d'escorte de type Hunt, armés de canons multi-usages de 102 mm, ainsi que de lanceurs de grenades sous-marines. Les conditions de vie des équipages sur les navires de guerre nécessitaient une organisation sophistiquée. Après le service, néanmoins, les marins pouvaient profiter des loisirs ou de quelques moments de détente. Le service était particulièrement difficile à bord des sous-marins. La vie était bien plus facile à bord des grands bâtiments comme les croiseurs ou les cuirassés. Les fêtes religieuses et nationales avaient une importance toute particulière. Cela permettait aux marins d'évacuer la pression causée par un état de danger permanent. Un paramètre important pour les équipages était la nourriture servie à bord. Les produits frais étaient particulièrement précieux, mais l'habitude était plutôt aux conserves. De nombreux navires possédaient leur mascotte de bord. Il s'agissait souvent d'un chien ou d'un petit singe. Le quotidien du bord était bien éloigné des stéréotypes romantiques de la vie en mer. Le nettoyage du navire ou l'entretien de l'armement, voici les occupations les plus fréquentes sur les navires entre deux combats. Parfois, à bord, les marins avaient droit à la presse. On écoutait aussi des enregistrements à partir des disques micro-sillons. La situation militaire et politique était présentée aux marins lors des réunions de bord. À la fin de 1942, débuta la série des grands débarquements alliés. Dans ces opérations, la flotte de guerre jouait un rôle primordial. C'est elle qui devait assurer l'organisation et le chargement des forces de débarquement. C'est elle aussi qui couvrait le débarquement sur la côte. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie a ouvert un second front en Europe. Les canons des navires de guerre se mesuraient aux batteries côtières allemandes. L'amiral Dönitz, nominé au poste de commandant-chef de la Kriegsmarine en 1943, espérait tirer profit des possibilités offensives de la marine. Les petits canons explosifs étaient une option intéressante. Ils étaient inspirés par les constructions italiennes. Un canot transportait une charge explosive qui détonnait au moment du choc contre l'objectif. Le conducteur de l'engin sautait à l'eau juste avant l'impact. Si les Italiens réussirent autrefois à obtenir quelques succès dans ce domaine, endommageant lourdement le croiseur britannique York en Crète, les Allemands ne purent obtenir de tels résultats. Et voici deux torpilles jumelées. La torpille vivante allemande, appelée Neger. La torpille du haut à la place de la tête explosive contenait la cabine du pilote. Après s'être approché de l'objectif, ce qui en pratique était très difficile, le pilote tirait la torpille du bas. Le plus grand succès de la torpille vivante allemande fut d'avoir sérieusement endommagé près des côtes normandes le 8 juillet 1944
le croiseur polonais Dragon. À bord du croiseur, 38 membres d'équipage périrent, 17 furent blessés. Le croiseur sera ensuite posé sur le fond en tant qu'élément du pont flottant d'invasion Mulberry. La crise de l'arme sous-marine poussa les Allemands à chercher des améliorations techniques dans ce domaine. On mit en service des branchies permettant l'utilisation des moteurs diesel en plongée. Des nouveaux types d'U-boote furent conçus. Ils étaient capables d'atteindre sous l'eau la vitesse de 16 nœuds. Mais le temps manqua pour leur mise en service de façon massive. En tout, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands mirent à l'eau 1170 U-boote, dont 863 furent utilisés au combat. 630 d'entre eux ne sont pas revenus au port. 27 000 sous-mariniers périrent, ce qui représente environ 70% des effectifs. Pendant que les Alliés progressaient en Europe de l'Ouest, l'émeute des vedettes lance-torpilles allemandes demeurait un grave danger pour les forces maritimes alliées dans la Manche et dans la mer du Nord. Pour les combattre, on utilisait également des vedettes rapides, armées, en plus de torpilles, de canons. Voici le canon de calibre 20 mm Oerlikon. Les vedettes lance-torpilles allemandes opéraient surtout durant la nuit. Pour les contrer, les Alliés lançaient au combat, à la tombée de la nuit, des navires du même type. Vers la fin du conflit, suite à une écrasante domination des Alliés, toute tentative de sortie en mer de la part des Allemands se terminait invariablement par un combat contre un adversaire plus puissant et le plus souvent par la destruction des bâtiments de la Kriegsmarine. Dans les années 1942-1943, les bâtiments lourds de la Kriegsmarine furent chassés de l'Atlantique. Dans la nouvelle situation, ils trouvèrent un terrain plus propice dans la Baltique, combattant l'armée rouge qui avançait vers l'ouest. Jusqu'au dernier mois de la guerre, les croiseurs et les cuirassés allemands couvraient les troupes terrestres, prenant pour cible les unités soviétiques qui progressaient le long des côtes. Ils ont aussi couvert les opérations d'évacuation. Le 4 mai 1945, l'amiral Dönitz ordonne à la Kriegsmarine de cesser le combat. Le Troisième Reich capitule. Au nom de la Kriegsmarine, l'acte de capitulation était signé par son nouveau commandant en chef, l'amiral Friedeburg. Les flottes alliées occupèrent les ports allemands. Ce fut le cas notamment à Hambourg et dans la principale base de la Kriegsmarine, Wilhelmshaven. Aux ports allemands, et aussi ceux d'autres pays, par exemple britanniques, 150 U-boote sont revenus pour capituler. L'immense majorité d'entre eux sera coulée par les Alliés lors de l'opération Deadlight, spécialement conçue à cet effet. La fin de la guerre sur mer en Europe ne signifiait pas encore la fin de la guerre sur mer dans le monde. Lorsque les marins alliés victorieux défilaient à Wilhelmshaven dans le Pacifique, les combats acharnés américano-japonais se poursuivaient. Cette guerre-là était encore loin d'être terminée. La guerre dans le Pacifique commença le 7 décembre 1941 par l'agression de l'aviation embarquée japonaise contre la base de la flotte du Pacifique américaine de Pearl Harbor aux îles Hawaï. Lors de l'attaque, plusieurs cuirassés américains furent envoyés par le fond. À bord de l'Arizona, 1000 officiers marins périrent. En tout, les pertes humaines s'élevèrent à 2700 tués. Dans la phase d'expansion japonaise, l'appui de la puissante flotte de l'amiral Yamamoto avait une importance capitale.
L'aviation embarquée était le fleuron de l'armée japonaise. Elle disposait au début de 10 grands porte-avions. Les combats du Pacifique ont confirmé l'importance de ce type de navire, tout comme lors de la bataille charnière de Midway en juin 1942. La destruction de 4 porte-avions du groupement d'assaut de l'amiral Nagumo a fait vaciller la puissance navale japonaise, qui, sans les possibilités de reconstruire les navires perdus, était vouée à l'échec. La guerre dans le Pacifique a sonné le glas des cuirassés, particulièrement vulnérables aux attaques aériennes. L'utilisation massive de l'aviation embarquée força les deux camps à équiper leurs navires de dizaines, voire de centaines de canons DCA de différents calibres. Une des priorités de la flotte américaine consistait en la destruction de la marine marchande japonaise, entre autres par une guerre sous-marine à outrance. Le Japon, complètement dépendant des importations des matières premières, vit se profiler le spectre de la paralysie de son économie. Les Japonais, au contraire, donnaient la priorité aux attaques des navires de guerre. Pour cela, ils n'ont pas hésité à utiliser des avions suicides kamikazes. En 1942, de lourds combats navals eurent lieu aux environs des îles Salomon. La marine impériale tentait d'empêcher le débarquement des Américains aux Philippines, ce qui provoqua la dernière grande bataille maritime de cette guerre, la bataille de Leyte. La stratégie américaine prévoyait la prise des îles l'une après l'autre, afin de s'approcher de l'archipel japonais. En 1945, furent prises les îles d'Okinawa et d'Iwo Jima. Autrefois puissante, la marine japonaise n'était plus qu'un fantôme de sa splendeur passée. À la différence de son adversaire, dans la dernière phase de la lutte, l'US Navy atteignit l'apogée de sa puissance. À la fin du conflit, elle comptait dans ses rangs, entre autres, 23 cuirassés, 26 grands porte-avions, 64 porte-avions d'escorte, 52 croiseurs, 323 destroyers, 300 navires d'escorte, 181 sous-marins et 160 dragueurs de mines. De plus, elle disposait de plus de 1000 navires d'accompagnement et 2800 transporteurs de troupes. Le choix du cuirassé Missouri comme lieu de signature de la capitulation japonaise le 2 septembre 1945 fut le couronnement du grand rôle de la flotte dans la guerre du Pacifique. Ce fut un grand jour pour l'amiral américain Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique. Les flottes des puissances victorieuses sortirent de la Seconde Guerre mondiale renforcées en nombre et en qualité. Non sans importance dans ces progrès fut la pensée technique allemande. La guerre sur mer définit les directions du développement des flottes de guerre pour des dizaines d'années à venir.